bonjour tout le monde. Donc voilà, oui, je suis Hélène Boineau de l'association Boulevard des Potes, association de lutte contre le racisme et les discriminations. On est, bon, pour information, on est sur le quartier des Capucins à Bordeaux. On existe depuis 1991, mais on agit sur toute la région Nouvelle-Aquitaine sur les questions de lutte contre les discriminations et de laïcité aussi. Et notre partenariat avec le Grand Périgueux, l'agglomération du Grand Périgueux, remonte à 2016. Donc, on accompagne le Grand Périgueux sur des mises en place d'actions de lutte contre les discriminations sur son territoire. Voilà, je vais m'arrêter là puisqu'on m'a demandé aujourd'hui d'intervenir sur l'aspect juridique des discriminations. Je vais essayer de faire une synthèse de l'aspect juridique, sachant qu'il ne s'agit pas d'être expert en droit. D'ailleurs, je ne le suis pas moi-même, hein, mais bien d'avoir un peu des bases de compréhension parce qu'effectivement, il est bien de rappeler que la lutte contre les discriminations, c'est d'abord un sujet de droit. Voilà. Pourquoi c'est important de dire ça? Parce que le droit, il a le mérite déjà de définir de manière claire ce qu'est la discrimination et de la sanctionner. Hein. Donc, quand on parle de discrimination et de lutte contre les discriminations, on n'est pas sur des questions de morale ou des valeurs personnelles, on est bien sur un sujet de droit. Donc, c'est important de toujours le rappeler et ça permet aussi d'avoir une définition commune. À partir de cette base commune, on peut mettre en place des actions. Alors, sur une structure, dans une entreprise, sur un territoire, etc. Alors, je vous ai préparé un petit PowerPoint pour essayer de que ce soit un peu plus simple à suivre. Alors, déjà, donc, comme je vous le disais, la discrimination, c'est un sujet de droit. Alors, si qu'est-ce que ça veut dire sinon la discrimination? Alors, étymologiquement, discriminer, ça veut dire séparer, faire une distinction, sélectionner. Mais toute sélection n'est pas discrimination, d'accord? Quand on parle de discrimination au sens juridique, ça devient un délit lorsqu'il y a une rupture d'égalité de traitement dans une situation comparable sur des critères illégaux. On reviendra là-dessus, d'accord? Donc, la discrimination, ce qui est important de retenir aussi, c'est qu'on n'est pas dans le discours, on n'est pas dans le propos. La discrimination, c'est un acte. Vous pouvez avoir des propos injurieux qui sont condamnés par la loi, hein. Vous pouvez avoir des propos stigmatisants aussi qui sont sanctionnables, etc. Mais quand on parle de discrimination, on est dans le fait, on est dans un fait. Il y a acte de discrimination, c'est-à-dire qu'il y a un traitement différencié et illégal. Rappelez quand même que c'est important, effectivement, de bien avoir en tête, de bien prendre conscience que la discrimination, c'est un délit. Et ça, effectivement, bon, on a fait énormément de progrès ces dernières années, hein, mais c'est pas évident, consciemment, de se dire qu'on est dans l'ordre du délit. Autant quand, effectivement, la plupart des gens vont être d'accord, vont avoir conscience que quand ils brûlent un feu rouge, ils risquent la sanction. Hein, voilà, c'est condamnable. Autant quand on fait une discrimination, tout le monde n'en a pas forcément conscience. Et souvent aussi, parce qu'on le verra, on discrimine aussi souvent sans en avoir conscience. Souvent, les discriminations, elles sont non intentionnelles. Alors, rappelez fortement effectivement que c'est un délit et qui est fortement sanctionné puisque dans le pénal, on est donc à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et pour les établissements recevant du public et pour le service public, donc on va jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Donc vous voyez que c'est quand même, c'est un sujet sérieux, hein, qui est fortement sanctionné. Donc, toujours en droit, hein, la reconnaissance d'une discrimination nécessite la réunion de 3 éléments. D'accord? Alors même 4. Là, vous voyez qu'il y en a 3 sur l'écran, mais j'en rajouterai même un 4e. C'est que dans un premier temps, il faut établir une différence de traitement entre des personnes placées dans une situation comparable. D'accord? Il faut pouvoir comparer. Si, par exemple, je me présente à un entretien et que je n'ai pas le diplôme demandé ou que l'autre candidat est plus diplômé que moi, que c'est l'autre candidat qui est pris, je ne peux pas dire qu'il y a discrimination puisqu'on n'est pas dans une situation comparable, si on n'a pas le même niveau d'expérience, etc. Donc, il faut vraiment qu'il y ait cette notion de comparabilité. Ensuite, ce traitement, il y a forcément un traitement défavorable, différencié, mais qui est défavorable.
D'accord? Donc, ce traitement différencié, il doit pouvoir s'expliquer par la prise en considération d'un des critères prohibés par la loi. Donc, on va voir quels sont ces critères. Il y en a 25 qui sont interdits par la loi. Donc, il faut que ce traitement différencié et défavorable s'appuie sur un des 25 critères. Et enfin, si je l'ai rajouté, excusez-moi, ce qui est important aussi, c'est que ce traitement différencié doit intervenir dans un domaine prévu par la loi. Donc, l'accès à un bien ou un service, la vie professionnelle, l'accès à la santé, etc. Donc, on va voir aussi plus précisément quels sont ces domaines. Alors, les critères, comme je vous disais, je ne sais pas si on va tous les énumérer, parce qu'il y en a 25 quand même, c'est pas rien. Donc, 25 critères sont interdits par la loi. Ici, par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, de la santé mentale, effectivement, le critère de l'état de santé ou éventuellement le critère du handicap sur lequel on va s'appuyer pour parler de discrimination. En tout cas, sachez que ces 25 critères n'ont pas toujours existé. À la base, il y avait quand même un certain nombre de critères. Pendant longtemps, il n'y a eu que 18 critères. Et puis, au fur et à mesure, la loi a évolué aussi en fonction des combats menés par la société civile. Et donc, effectivement, vous avez des critères qui se sont inscrits dans la loi au fur et à mesure. Donc, aujourd'hui, on a 25 critères. Rien ne nous dit que dans quelques années, on n'en aura pas plus aussi. Donc, la loi, elle évolue aussi. C'est ça qui est intéressant. Donc, par exemple, le critère de l'état de grossesse a été inscrit en 2006. L'identité de genre en 2012. Je ne vous en cite que quelques-uns, comme ça. Le lieu de résidence en 2014. La perte d'autonomie en 2015 et par exemple aussi celui de la précarité en 2016. Donc vous voyez, c'est assez récent. Donc voilà, donc aujourd'hui on en a 25, ça n'a pas toujours été le cas et ça risque d'évoluer encore. Alors c'est peut-être que Monsieur Blanchard pourra plus nous en dire là-dessus. Pour établir qu'il y a discrimination, il faut que ça s'appuie sur un de ces 25 critères. Ensuite, il faut que ça s'inscrive dans un de ces domaines. Donc après, c'est large du coup. Donc vous avez le domaine de l'emploi. Alors aujourd'hui, quand on parle du domaine de l'emploi, c'est tout ce qui touche à la vie professionnelle. Donc c'est pas seulement la question du recrutement. C'est alors évidemment, il y a la question du recrutement, le refus d'embauche, il y a la question du licenciement, mais c'est aussi tout le traitement dans la carrière. Et donc par exemple le refus d'une formation professionnelle, la question de la mutation, voilà, ça prend vraiment en compte tout le déroulé toute la vie professionnelle. Vous avez le domaine du logement. Donc, ça peut être le refus d'accès à un logement, la rupture abusive d'un contrat de bail, par exemple, le domaine de l'éducation et la formation, le refus d'inscription dans une école ou dans l'enseignement supérieur, le refus d'accès à un stage. Ça, c'est quelque chose d'assez, malheureusement, d'assez prégnant. Beaucoup de jeunes ça commence dès le collège, ont des difficultés à trouver un stage. Et notamment, ça peut être par rapport à leur lieu de résidence ou sur d'autres critères. Le domaine de l'accès aux biens et services publics et privés. Ça peut être l'ouverture d'un compte bancaire. Ça peut être l'accès à la culture. On en parlera tout à l'heure. Ça peut être l'accès au transport. Voilà, donc c'est tout ce qui est biens et services publics et privé, donc c'est assez large. Le refus d'accès à un camping, un restaurant, un lieu culturel, etc. Et puis, effectivement, celui qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, l'accès à la santé. Donc le refus, par exemple, le refus de soins par un professionnel de santé, ou ça peut être aussi le traitement différencié dans les soins dispensés. Là, c'est intéressant aussi de souligner que c'était jusqu'à il y a quelques mois, quelques années, c'était pas forcément un domaine dont on entendait le plus parler, sur lequel il y avait le plus d'études et de rapports, et notamment le défenseur des droits. Alors, de mémoire, peut-être que M. Blanchard pourra me reprendre, mais il me semble que c'était en mars 2017, a sorti une étude justement sur l'accès à la santé, l'accès aux soins pour les personnes bénéficiaires du CMU.
et de l'AME. Donc, c'est une thématique qui est de plus en plus travaillée ces derniers temps et c'est intéressant parce qu'effectivement, on s'aperçoit que là aussi, alors qu'on pensait que finalement tout le monde avait accès à la santé, comme l'école, hein, on ne se dit pas qu'à l'école, il puisse y avoir de discrimination. C'est quand même le lieu où le principe d'égalité est très fort. Dans l'accès à la santé, on pouvait penser la même chose. Et bien en fait, quand on y regarde de plus près, il y a des discriminations, effectivement, dans l'accès à la santé et aux soins, qui peuvent se manifester alors soit par le refus, hein, effectivement, soit tout simplement un traitement différencié, notamment par rapport au temps accordé. On ne va pas forcément accorder le même temps à des bénéficiaires de CMU qu'à d'autres personnes. Donc, on s'intéresse aussi de plus en plus, il y a de plus en plus de données sur cette question de l'accès à la santé et aux soins. Et que c'est intéressant parce que pendant longtemps, la question des discriminations et de la lutte contre les discriminations, c'est tourné à celle de l'emploi. Et là, aujourd'hui, on ouvre un peu plus les champs. C'est toujours intéressant. Alors, ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les discriminations, elles ne sont pas toujours visibles et intentionnelles. Sinon, ça serait trop facile, j'ai envie de dire. Mais bon. Et du coup, elles peuvent se manifester de manière différente. Donc, en droit, là encore, hein, définition juridique, on distingue deux types de discrimination. Il y a ce qu'on appelle la discrimination directe. Donc ça, c'est le plus simple, c'est lorsqu'elle est délibérée et que la différence de traitement se base sur un critère prohibé par la loi. Donc, exemple, comme je vous ai mis, le refus de louer un appartement à une personne homosexuelle ou à une personne handicapée. Donc là, on va dire c'est direct, comme son nom l'indique, c'est cash, hein, si je puis m'exprimer ainsi. C'est assez simple, on a le critère qui est très apparent et l'intention qui est bien là. D'accord? Donc effectivement, c'est le type de discrimination qu'on voit de moins en moins parce que là, il y a quand même une prise de conscience aussi. Souvent maintenant, les discriminations, elles vont être indirectes parce que effectivement, elles ne vont pas être intentionnelles. Donc, l'autre type de discrimination, c'est bien la discrimination indirecte. Et donc, il y a discrimination indirecte lorsque, dans une situation comparable, un critère ou une pratique neutre en apparence produit des effets inéquitables et discriminatoires envers une personne ou un groupe de personnes. Okay. Alors, c'est un peu plus difficile à déloger pour le coup. Alors, l'exemple que je vous ai mis là, ça serait par exemple le fait de demander un permis B pour un poste où ce n'est pas nécessaire en fait. Donc, indirectement, on écarte de ce poste des personnes qui n'auraient pas le permis B et par exemple des personnes qui n'ont pas le permis B parce qu'elles sont porteuses d'un handicap physique et qu'elles ne peuvent pas conduire. Donc, c'est pas, souvent les discriminations indirectes ne sont pas intentionnelles, hein, mais elles produisent du coup indirectement de la discrimination. J'espère que jusqu'à présent ça va. C'est vrai que du coup d'être en visio, on voit pas les personnes. Alors, une autre définition qui existe dans le droit, c'est celle du harcèlement discriminatoire. C'est un agissement ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne, de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant, qui s'appuie sur l'un des motifs prohibés et tout agissement à connotation sexuelle. Okay, donc ça, le harcèlement discriminatoire, il est reconnu par la loi de 2008, sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Mais du coup, maintenant, le droit reconnaît le harcèlement dit discriminatoire. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la discrimination systémique. Alors, ça, c'est une notion très intéressante parce qu'en fait, c'est le grand combat, on va dire, dans la lutte contre les discriminations. C'est bien les discriminations dites systémiques. C'est le plus gros des chantiers parce qu'elle se loge à tous les niveaux. Et en fait, ce n'est pas la discrimination systémique, elle ne repose pas sur un acteur, mais sur un système d'acteurs qui vont coproduire par effet de boule de neige de la discrimination. Donc, ce qu'on appelle la discrimination systémique, c'est un processus qui met en jeu un système d'acteurs dans lequel personne ne manifeste directement d'intention discriminatoire, mais dont le résultat sera de produire une situation de discrimination. L'exemple typique, c'est pourquoi on retrouve plus de filles dans certaines filières et plus de garçons dans d'autres filières. Ça ne veut pas dire que les filles sont faites pour tel métier et les garçons pour d'autres. C'est bien parce que ça découle de préjugés, de représentations. Les filles et les garçons acceptent inconsciemment ces représentations. On a tendance aussi à s'auto-censurer, hein, sans en avoir conscience.
on a intégré ces représentations et du coup, on va nous-mêmes pas s'autoriser à aller dans telle ou telle filière ou les personnes autour de nous vont nous orienter de telle ou telle façon sans en avoir conscience, encore une fois. Et du coup, c'est un effet boule de neige. Donc, comme je vous ai mis là, hein, ça forme un cercle vicieux. Ça peut commencer à l'école, ça va se répercuter forcément sur l'emploi, ensuite sur le logement, etc. Et donc, quand on parle de discrimination systémique, c'est les institutions elles-mêmes qui sont coproductrices de discrimination. Et donc là, effectivement, ça se mesure davantage par leurs effets que par l'intention des acteurs. C'est qu'en fait, on regarde au bout de la chaîne, la finalité, en fait, c'est que ça produit de la discrimination, alors que l'intention n'était pas là. Donc, c'est le résultat d'une chaîne de décisions et de pratiques diverses. On parlera certainement, j'imagine, tout à l'heure, mais quand on parle justement de lutte contre les stéréotypes, les préjugés, c'est une manière de lutter contre ces discriminations dites systémiques. Pour comprendre comment la lutte contre discrimination s'est inscrite dans les politiques publiques, parce que, en fait, c'est assez récent. Hein, les discriminations existent depuis longtemps en France. C'est vraiment pas nouveau. Hein, si on pense à la place des femmes, si on pense notamment à la place des personnes en situation de handicap, si on pense aux personnes homosexuelles, etc., etc., les discriminations, elles existent depuis longtemps. Par contre, c'est leur prise en compte qui est récente. À la mémoire d'un pays, c'est très récent puisque ça date en France de 1998. Donc, ce qui s'est passé, brièvement, c'est en 1997, il y avait le traité d'Amsterdam que ça marque un tournant sur cette question-là, puisque c'est l'article 13 du traité d'Amsterdam, qui impose aux États membres de l'Union européenne de mettre en place une politique publique de lutte contre les discriminations. D'accord ? Donc, ça vient par l'Europe. Hein, c'est l'Europe qui impose ça à ses États membres. Parce que jusqu'à présent, en fait, comme vous le savez tous, le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, l'égalité, elle est au centre de ce triptyque, elle est un des piliers de notre République, pays des droits de l'homme, etc. Et du coup, on ne s'était jamais vraiment posé la question de l'égalité puisque ça allait de soi. Forcément, en France, tous les citoyens et citoyennes sont égaux. Et donc, il a fallu quand même du temps pour admettre et reconnaître qu'en France, il y avait des discriminations et que des personnes étaient victimes de discrimination. Et c'est lors d'un Conseil des ministres en 1998 que les pouvoirs publics reconnaissent l'existence des discriminations. Donc 1998, hein, c'était il y a 22 ans. Hein, c'est quand même frais tout ça, c'est quand même assez récent. Mais il faut le souligner quand même, on a fait beaucoup de chemin depuis, donc ça c'est encourageant. Il reste toujours à faire, mais on a quand même bien avancé. Mais voilà, c'est par l'Europe que cette question-là, en France, nous oblige à voter des lois. On avait déjà des lois, si vous voulez, les lois de parité par rapport à l'égalité homme-femme dans l'emploi. Voilà, donc on était quand même juste sur ce critère-là et dans le domaine de l'emploi. Et ce que va apporter l'Europe, et notamment à travers ces deux directives européennes qui sont importantes, donc la directive 2043, qui est relative à l'égalité de traitement sans distinction de race ou d'origine. Oui, on utilisait encore le mot race. Alors ça, c'est une directive importante puisque c'est pour la première fois qu'apparaissent les notions de discrimination indirecte et de harcèlement. Ensuite, cette directive va élargir les champs de la discrimination et notamment le champ de l'accès à la santé. Et c'est cette directive aussi qui amène la question de l'aménagement de la charge de la preuve. On n'est pas dans l'inversion de la charge de la preuve, bien l'aménagement de la charge de la preuve dans le civil. Je reviendrai tout à l'heure. Et puis la deuxième directive, c'est la directive 2078 en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de traitement. Et donc là, qui introduit de nouveaux critères et notamment le critère de la situation de handicap. Donc en France, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne la loi du 16 novembre 2001 qui va donc transposer ces deux directives. C'est un peu la loi référence, on va dire. Depuis, il y en a eu d'autres qui sont venus la compléter, mais elle fait référence parce que déjà, cette loi, elle vient rendre visible et légitimer la lutte contre les discriminations. Donc ça, c'est très important. Et puis, elle marque un peu le tournant aussi par rapport à ce que je vous expliquais juste avant. C'est un peu une petite révolution culturelle dans le sens où, à travers cette loi, on va justement questionner qu'en est-il de l'égalité réelle. Et ça, c'est très important
en termes de prise de conscience. Et du coup, ça va permettre à des et notamment à des associations d'accueil, de défense, d'accompagnement des personnes en situation de handicap, de se sentir légitimes et autorisées et d'ester en justice. À partir de ces directives européennes et leur transposition, la France elle va se doter d'un arsenal juridique. Dans les directives européennes, on avait l'obligation de créer une instance indépendante de lutte contre les discriminations. Donc ça a été en 2004 la création de la HALD, la Haute Autorité à la lutte contre les discriminations et pour l'égalité, qui deviendra plus tard en 2011 le défenseur des droits. Et comme l'expliquera M. Blanchard, n'a pas que la lutte contre les discriminations à son actif. Alors en 2002, vous avez la lutte contre les discriminations, je ne l'ai pas mis là, vous avez la lutte contre les discriminations dans le logement. En 2005, une loi importante par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la loi du 11 février 2005, dite loi handicap. Donc là, ce qui est intéressant dans cette loi, alors même si effectivement quand on parle de santé mentale, la question de la santé mentale est plus large que la question du handicap, mais que dans la santé mentale, on a aussi la question du handicap psychique. Voilà. Donc cette loi de 2005, elle met l'accent sur l'existence de différents handicaps justement, et elle introduit légalement la dimension mentale, cognitive et psychique dans la définition du handicap. Et elle insiste sur l'importance de l'environnement social et professionnel dans lequel évolue la personne handicapée. C'est-à-dire qu'elle définit, au sens de la loi, le handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement. Je ne vous lis pas tout le contenu, mais ce qui est important là, c'est que du coup, on reporte la responsabilité sur la société et non plus sur l'individu. Ce n'est plus à l'individu de s'adapter à la société, c'est à la société de s'adapter à l'individu. Et ça, c'est une révolution aussi en termes de représentation. Donc, c'est assez important. Donc, ensuite, je ne l'ai pas mis là non plus, mais vous aviez la loi de 2006, dite l'égalité des chances. Et puis, une loi qui est assez importante aussi, c'est la loi du 27 mai 2008, qui vient compléter celle du 16 novembre 2001, notamment en définissant ce qu'est la discrimination directe et ce qu'est la discrimination indirecte. Elle inclut le harcèlement, dont je vous ai parlé tout à l'heure, désormais considéré comme discriminatoire. Elle inclut l'injonction, ça aussi c'est important, c'est-à-dire le fait de donner un ordre, mais pas de pratiquer. Donc là, on a la possibilité de remonter au donneur d'ordre, en fait, celui qui a donné l'ordre de discriminer, en gros. Et là, je pense notamment à l'époque où on faisait des testings en boîte de nuit, en discothèque, où effectivement c'était le vigile à l'entrée qui refusait, qui pouvait avoir une pratique discriminatoire en refusant l'entrée à quelqu'un, mais il avait cet ordre-là du gérant. Donc en incluant l'injonction, on peut attaquer le gérant, celui qui a donné l'ordre. Cette loi elle viendra rajouter des critères aussi, donc c'est une loi assez importante. Et puis voilà, en mars 2011, la création du défenseur des droits. Alors, vous allez me dire, c'est vrai que le problème, c'est que c'est difficile à prouver une discrimination. Alors, quelles sont les preuves recevables en discrimination? Donc, alors déjà, je reviens un peu sur l'aménagement de la charge de la preuve dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc qui ne s'applique que dans le civil, pas dans le pénal, et qui est importante parce que du coup, on ne parle pas donc d'inversion, mais bien d'aménagement. Ça veut dire que c'est à l'auteur présumé de prouver qu'il n'a pas discriminé. D'accord? Parce que comme on sait effectivement que pour la victime, c'est difficile de prouver une discrimination, on a aménagé ces charges de la preuve. Par contre, on n'arrive pas sans éléments non plus. Le plaignant doit arriver avec des indices de discrimination. C'est quand même important. Les preuves qui sont recevables, eh bien, vous avez le témoignage. Évidemment, pour être un témoin recevable dans la justice, il ne faut pas être non plus trop proche du plaignant. Enfin, on ne va pas être de la famille ou quoi que ce soit. Ensuite, bon, vous avez le témoin. Le suivi, on prête serment quand même. Vous allez avoir des témoins, des collègues, vous faire aider de personnes qui puissent témoigner. Vous avez les éléments matériels, les notes internes, les registres personnels, enregistrements sonores. Donc là, quand c'est dans le cadre d'une entreprise, vous pouvez aussi vous faire aider d'un syndicat. Donc les procès-verbaux établis par une autorité administrative ou judiciaire. Donc là, effectivement, vous avez les constats de police ou de gendarmerie, les constats d'huissier. Ça peut être aussi l'inspection du travail. L'inspecteur ou une inspectrice du travail peut se rendre sur le lieu pour établir une discrimination. Les enregistrements dans les éléments matériels, les enregistrements sonores,
dans la mesure, à condition qu'il ne porte pas atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, évidemment. Et puis, vous avez donc le testing, auquel j'ai fait référence en vous racontant les boîtes de nuit. Le testing, en fait, il est reconnu comme moyen de preuve depuis, alors je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne sais plus si c'est 2001 ou 2002. Avant, ce n'était pas reconnu comme moyen de preuve, mais par contre, il a beaucoup été utilisé, notamment par l'association SOS Racisme, pour rendre visibles les discriminations. Parce que du coup, un testing, il consiste à, on va tester, comme son nom l'indique, et on va mettre deux personnes ou deux groupes de personnes dans la même situation, donc situation comparable. On va isoler un critère. Donc, là, en l'occurrence, avec SOS Racisme, c'était le critère de l'origine, de la couleur de peau, etc. Et on va voir comment est traité une personne par rapport à l'autre ou un groupe de personnes par rapport à un autre. Et quand un groupe ou une personne est traitée défavorablement à cause que le seul critère qui peut être mis à jour, c'est l'origine, on établit la discrimination. Donc au départ, c'est vrai que le testing, il a été surtout là pour rendre visibles les discriminations. Et aujourd'hui, il est reconnu comme moyen de preuve. Donc vous pouvez vous faire accompagner d'une association, par exemple, pour mettre en place un testing, mais vous pouvez aussi le faire vous-même en respectant évidemment une certaine méthodologie. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle la méthode comparative. Donc, ça, c'est par les statistiques. On va établir s'il y a une discrimination ou non. Voilà pour les preuves recevables. Alors, je m'arrêterai là pour la partie juridique. Alors, évidemment, j'ai rajouté ce diapo parce que quand on parle de discrimination et de lutte contre l'initiation, on est forcément obligé de parler des préjugés et des stéréotypes. Et notamment, comme le rappelait Martine, quand on parle de santé mentale ou de troubles mentaux, évidemment, il y a une stigmatisation des personnes souffrant de troubles mentaux. Il faut vraiment prendre en compte cette question des stéréotypes. Parce que souvent, ils sont intériorisés en plus par les personnes qu'ils visent, et donc ils sont source d'autocensure. Donc, des fois, on s'auto-discrimine finalement. Et puis, ces stéréotypes, inconsciemment, ils vont influencer les décisions des acteurs. Et ils vont légitimer en plus pour leurs acteurs un traitement différent parce qu'on se base sur des attributs qu'on a prêtés à des catégories de personnes. Pour résumer, on a des schémas mentaux qui sont naturels, j'allais dire entre guillemets. Donc, on a tendance à faire des catégorisations. Donc ça, c'est de l'ordre du cognitif, une opération mentale. Et puis, donc, on va catégoriser les gens, femmes, hommes, valides, invalides, etc. On va simplifier le réel. Et puis ensuite, on va à l'ordre des croyances, où là, on rentre dans les stéréotypes. Et puis après, les stéréotypes, ils peuvent aussi aller un peu plus loin, parce qu'ils se transforment en préjugés, où là, ça va influencer sur l'attitude, sur le comportement, le préjugé qui va s'appuyer sur des stéréotypes, évidemment, mais qui va être plus dans l'attitude, en fait. Et puis, la dernière étape, j'allais dire, c'est l'acte, et ce qu'on peut appeler de la discrimination. Donc, voilà pourquoi c'est important aussi de combattre les stéréotypes et les préjugés. Je voulais vous dire aussi quelles sont les conséquences de discrimination, parce que c'est vrai qu'on parle de droit, c'est un peu froid, le droit, c'est un peu, même si c'est très important, et c'est un outil qu'on a à notre disposition, donc il faut s'en servir du droit. Mais il ne faut pas oublier que les discriminations ont un impact terrible sur les personnes. Un psychanalyste et philosophe, Daniel Siboni, certains connaissent peut-être, parle même de mort symbolique. C'est quand même très fort. Discriminer quelqu'un, c'est un déni de l'existence. C'est un déni de son identité. C'est lui dire que, voilà, toi, tel que tu es, tu ne conviens pas, tu ne vas pas. C'est très violent. Quel que soit le domaine concerné par la discrimination, les discriminations ont évidemment un impact sur la santé des personnes. Ça entraîne fréquemment une baisse de l'estime de soi, une augmentation de l'anxiété, du stress, un sentiment de culpabilité, de honte. On a tendance à s'isoler, à s'auto-stigmatiser, etc. Donc en fait, c'est un cercle vicieux plus l'état de santé s'aggrave. Donc c'est un aspect à ne pas négliger. Que les discriminations engendrées au quotidien peuvent aussi entraîner des troubles psychiques ou fragiliser la santé mentale des personnes qui la subissent. Bon, je vais m'arrêter là. De toute façon, je suis toujours là pour s'il y a des questions plus tard. Et puis, oui, effectivement, dire que c'est un sujet d'autant plus d'actualité avec la crise sanitaire qu'on subit. Et que effectivement, on peut observer des discriminations dans l'accès aux soins et l'augmentation des troubles psychiques, psychiatriques chez les personnes dues au confinement. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie pour votre écoute et puis à tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une intervention du côté de la Ligue de l'impro?
Pas tout de suite. Oui, on peut. Hélène, pour cette intervention, il y a beaucoup de sujets qui ont été donnés par rapport aux discriminations. Est-ce que, par rapport à tout ce qui a été dit, est-ce qu'il y a quelque chose une thématique qui te viendrait pour qu'on puisse s'appuyer pour illustrer quelque chose? Par exemple, comme on est dans la santé mentale, et bien effectivement, par exemple, une personne, je sais pas, qui voudrait avoir un rendez-vous chez un soignant, enfin un médecin, et à qui on refuse un rendez-vous quand on apprend qu'il est bénéficiaire de la CMU, par exemple, ou bon, c'est un peu gros ce que je vous raconte parce que souvent. Très bien, ça nous permet, nous on est là pour ça, pour illustrer un petit peu. Donc là, les comédiennes et les comédiens qui sont derrière sont en train de faire le caucus et ils ont 10 secondes, c'est comme un théâtre improvisé, ils ont 10 secondes pour mettre en place le début de la scénette. Et puis ça va être parti maintenant. Je ne sais pas, Eric, c'est bon? Si on peut lancer là au niveau des caméras, c'est bon, on peut y aller? Alors c'est parti, attention, 3, 2, 1. Bonjour, docteur. Oui, bonjour. Qu'est-ce que j'ai mal. Docteur. Oui. Je voulais. Qu'est-ce que c'est? C'est ma. Vous voyez pas que je souffre? Oh là 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 là, une douleur, mais... Ah, vous pouvez pas savoir. J'ai entendu quelqu'un dans ma tête. Oui. Qui m'a dit que j'avais mal au pied droit, puis après au pied. Oui, ça m'est arrivé aussi d'avoir mal au pied droit, au pied gauche. Oui, ça va. Ah, vous avez déjà eu mal au ventre? Oui, docteur. Oui, mais pas autant que moi. Pas autant que moi. Docteur. Quoi? Je peux prendre l'ordonnance? Non, ça c'est à moi, ça. Qu'est-ce que vous voulez? Des cachets. Vous êtes déjà malade en plus? Ben oui, si je viens vous voir, docteur. Malade? Oui. J'en étais sûr. J'étais sûr que j'étais malade. Ah! Je peux prendre l'ordonnance? Non! C'est mon ordonnance. Je vais en faire une, tiens. Ah, ça va mieux déjà. D'accord. Une petite ordonnance déjà? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis malade. Oui, ça se voit. Oh, ça revient. Je m'en ferai une autre. Je peux aller vous chercher vos médicaments, docteur? Très bonne idée. Je peux aller vous chercher vos médicaments, docteur? Je peux vous faire confiance? Alors Brigitte, c'était comment ce rendez-vous? Il t'a bien donné tes médicaments, c'est bon? Non mais figure-toi que le médecin, alors je lui ai dit que j'avais des problèmes de santé et ben, le médecin il n'arrêtait pas. J'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Tu repars en crise, je crois. Non, mais je t'assure, c'est le médecin qui faisait comme ça. Oui, c'est ça. Non, mais je te jure, Oui. regarde, j'ai même son ordonnance pour aller lui chercher des cachets. Bien. On va aller chercher des cachets. Allez, viens, on rentre Non ensemble. mais je t'assure, chérie, il n'arrêtait pas de me dire j'ai mal au ventre. Mais je t'assure, c'est le médecin qui était malade. Je te crois, je te crois. Moi, je voulais juste mes vitamines, chérie. On va aller chercher ton ordonnance et on va rentrer à la maison. Tu vois, quand je te dis que je... Mais c'est le médecin, je t'assure. Viens avec moi chez le médecin si tu veux. Merci, docteur. Désolé. Ok, on peut rebasculer. Donc, ça... Voilà, on s'applaudit.